Le débat du jour. François Bernard. Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La télévision russe a proposé aujourd'hui une émission annuelle durant laquelle le président Vladimir Poutine répond en direct aux questions de ses compatriotes. Le président russe au pouvoir depuis 15 ans inquiète ou séduit. Alors veut-il recréer l'ère d'influence de la Grande Russie ou simplement protéger l'identité de son pays? Soucieux de ne pas se soumettre aux valeurs occidentales, Vladimir Poutine ne se laisse-t-il pas prendre au jeu d'un autoritarisme de l'époque soviétique? Bref, Vladimir Poutine, héros russe ou nouveau dictateur? On en parle avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Pierre Laurin est journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie et auteur de Moscou et la naissance d'une nation. C'est aux éditions Barthia. Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Charles Urgevitz est lui professeur d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bonsoir à vous Charles Urgevitz. Bonsoir. Alors, puisqu'on s'attache ce soir à la personne du président russe, quel portrait vous feriez de Vladimir Poutine comme homme politique, comme idéologue? On va dire une minute à chacun pour un premier tour de table. Et je commence avec vous, Pierre Laurin. Écoutez, homme politique, je crois que c'est la définition la plus simple et la plus claire. C'est quelqu'un qui mène son pays d'une manière ferme, certes, mais également habile. Il est particulièrement habile en politique intérieure parce qu'il sait se ménager d'une manière peut-être qui n'est pas celle que nous aimons beaucoup en Europe occidentale, mais il sait se ménager la sympathie de sa population et surtout c'est un acteur qui compte en politique internationale et visiblement il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Deux mots de son idéologie peut-être. Comment vous la définiriez ? Eh bien, je définirais son idéologie par la défense des intérêts de la Russie telle qu'il les conçoit. Bon. Charles Urgevitz, comment? Bien, alors, oui, j'abonderai dans le sens de Pierre Laurin en disant que c'est un homme politique, ça va de soi, il nous le démontre chaque jour et depuis déjà des années. C'est un homme politique atypique, d'autant plus atypique qu'il est russe, c'est-à-dire qu'il a émergé dans un contexte très particulier qui était celui de la période post-soviétique, dans un pays sans la moindre tradition démocratique. Et j'ajouterais qu'il a émergé dans un contexte encore plus favorable à sa façon de diriger. Il a pris la suite d'un certain Yeltsin. Et je crois que celui qui prend la suite d'un certain Yeltsin ne peut qu'exceller aux yeux de ses concitoyens. Les Russes étaient humiliés au cours de cette période par cet homme qui avait par ailleurs de grandes qualités, mais qui se laissait aller à la boisson et qui était perçu comme un pitre. C'est tragique. En particulier lorsqu'on est russe, mais c'est tragique également lorsqu'on est le ressortissant d'un petit pays. Et lorsque Poutine arrive, il va s'imposer tout d'abord par un langage musclé que chacun a encore en tête, pour ne pas dire plus que musclé, et puis il va très vite démontrer jour après jour qu'il est le contraire de Yeltsin. Il est musclé, il est sain, il est net. Il est aussi celui qui, pendant des années, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, est capable de dire devant les caméras de télévision, au sortir d'une réunion quelque part en province, oui, il est des jours où vous entrez dans une réunion avec une idée préconçue, vous en sortez différent. Bien. Donc, les Russes ont perçu en lui un homme différent, un homme certes ferme, et en même temps capable d'entendre. Bien, ceci étant dit, Poutine est également un pur produit de la période soviétique. Je ne parlerai pas de son enfance, que je ne connais pas bien, et nous ne sommes pas là pour ça, je crois. Mais c'est un homme autoritaire, c'est un homme effectivement très habile. C'est un individu, je crois, éminemment pragmatique.
Pour ce qui est de l'idéologie, je ne vois pas quelle est réellement son idéologie. Certes, on le voit parader la nuit de Pâques avec une petite bougie à la cathédrale. Je veux bien aux côtés de ses collègues, dont certains semblent sortis d'un tableau de la période soviétique. C'est assez drôle à observer. Bon. Mais c'est un homme qui, je crois, s'adapte avec énormément d'habileté au quotidien. Bon, alors, Pierre Lorrain, je reviens vers vous parce que vous avez dit tout à l'heure, et c'était le fond un petit peu de ce premier portrait que vous avez tracé, qu'il était très populaire. Alors, qu'est-ce que le peuple russe aime chez cet homme, diriez-vous? Moi, je crois que cela vient d'être dit. C'est un homme qui est direct, qui parle un langage que tout le monde comprend, mais en même temps, ce n'est pas comme dans le passé, ce n'est pas un homme qui parle mal le russe. C'est quelqu'un qui a une culture, qui est capable de mettre des citations dans ses discours, et des citations de bonne culture, c'est pas surfait. Et il peut faire, à l'étranger, il peut faire des discours, par exemple en allemand, en citant l'histoire de l'Allemagne ou l'histoire de la Russie liée à l'Allemagne. C'est visiblement un homme qui a une culture, ou du moins qui s'est construit une culture. Et quel est son soutien alors auprès de l'intelligentsia russe, les universitaires, les artistes, vous diriez? C'est exactement le même que pour le reste de la population. Vous savez, pour rebondir sur ce que M. Urgevitch a dit, il y avait à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique une blague qui courait sur Gorbatchev. On disait Gorbatchev a voulu construire la démocratie à la suédoise en Russie. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de Suédois. Et c'est ça le problème, effectivement. C'est que c'est un peuple qui vient de 70 ans de soviétisme. Il y avait, à la fin de l'époque tsariste, un frémissement démocratique avec une tentative de monarchie constitutionnelle, avec un parlement qui commençait à fonctionner. Et puis tout ça s'est arrêté pendant 70 ans de communisme. Et ça repart. Mais pour revenir à Gorbatchev, lorsque il a rencontré pour la première fois Thatcher, Gorbatchev a demandé à Margaret Thatcher comment on fait pour construire la démocratie. Et Thatcher lui a répondu, c'est très simple, c'est comme un gazon. Vous plantez les graines et vous arrosez pendant 2 siècles. Et là, ils arrosent depuis 20 ans, et pas très bien. Un peuple russe qui n'est pas le peuple suédois, dites-vous. Alors, et qui accepte manifestement, on va dire, le durcissement policier contre les ONG, par exemple, la répression contre la presse, qui est parfois évidente, ou les opposants. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Charles Urgevitch? Bon, il accepte, certes. Je dirais que c'est un peuple qui apparaît comme très conservateur, pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir ici, mais qui tiennent à son passé, qui tiennent, je dirais, à la peur de mots tels que révolution, qui est à la fois conservateur, mais qui tient dans le même temps à conserver les avantages de la période soviétique, les avantages sociaux en particulier. Ceci étant dit, je crois aussi qu'il ne faut surtout pas négliger le véritable matraquage de la propagande du pouvoir au travers des chaînes de télévision. Alors la Russie, c'est un pays très particulier. C'est vrai que si vous allez sur le net, vous avez une floraison de journaux d'opposition que l'on peut consulter, où que l'on soit en Russie pour le moment. Et j'espère que cela continuera. Je n'en suis pas sûr, mais je l'espère fortement. Tandis que la masse des Russes regarde la télévision. Or, la télévision, et au travers de... Je dirais que l'Ukraine a été, de ce point de vue-là, un révélateur extraordinaire. La crise ukrainienne a permis un déchaînement de propagandistes absolument ahurissant. Ça dépasse l'entendement. Et je dirais que les talk-shows de la télévision russe sont une bonne synthèse de l'idéologie, entre guillemets. Je suis d'accord avec Pierre Lorrain, il n'y a pas d'idéologie chez Poutine et chez la plupart des responsables russes. Je dis des responsables, pas des intellectuels. Mais on prend un tout, on mélange, et le résultat est tout à fait extraordinaire. On a d'un côté des quasi-fascistes tels que Plakhanov,
en face des gens plus ou moins libéraux. Aujourd'hui, la Russie, je crois, n'en est absolument pas à construire une idéologie. Je crois qu'on se trompe assez lourdement. Je crois qu'il y a une recherche très forte d'identité. Je serais d'accord, du moins là-dessus. Toute la question est de savoir comment la Russie peut construire une identité, je dirais, classique, nationale. Personnellement, je suis sceptique. On reviendra peut-être sur ce avec sujet. La politique internationale. On y vient dans une petite minute. Je veux juste avoir votre réaction, Pierre Laurin, sur cet aspect propagandiste, on va dire, de la télévision russe en faveur de Vladimir Poutine. De toute manière, c'est indéniable. Mais il faut tout de même mettre un bémol, c'est qu'effectivement, il y a non seulement une floraison de sites internet d'opposition, il y a également des journaux qui ont pignon sur rue, comme Commerçante, c'est à peu près l'équivalent du Monde, qui ne sont pas toujours tendres, et loin de là. Mais effectivement, ça ne touche pas la masse dans les campagnes notamment. En revanche, cela touche les grandes villes. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg, les résultats électoraux ne sont pas du tout les mêmes que dans d'autres régions beaucoup plus reculées, même s'il y a des régions qui sont gouvernées par les communistes et qui n'ont vraiment rien à faire de Poutine. Il y a des régions qui sont un peu plus libérales et qui essayent également de monter quelque chose, de monter peut-être une amorce de changement. Mais en fait, la Russie est très, très composite. Et ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est que lorsque l'on regarde cette opposition, non pas politique, mais plutôt journalistique, plutôt sociétale, eh bien, elle est très cohérente. Un simple fait, c'est que lorsque nous donnons des informations sur la Russie, lorsque nous nous intéressons à la Russie et que nous savons plus ou moins ce qui se passe, nous ne faisons pas comme à l'époque soviétique de la lecture dans le mar de café ou la lecture de la Pravda ou aller sur place et puis essayer de rencontrer des gens sous le manteau. Non, pas du tout. Nous nous branchons sur Internet et nous savons tout. Est-ce qu'on peut voir, alors, et je m'adresse à vous d'abord, Charles Urgevitch, est-ce qu'on peut voir dans M. Poutine un dirigeant désireux de retrouver l'ancienne puissance soviétique, l'ancien rayonnement de l'Empire russe, comme on le dit parfois, comme on le dit souvent? Peut-être, comme beaucoup de Russes d'ailleurs, a-t-il la nostalgie de cette puissance, mais je ne pense pas qu'il soit à la recherche d'un retour de l'Union soviétique. Je crois qu'il y a une page qui a été fermée. Je crois que le grand problème de la Russie aujourd'hui, le grand problème depuis, je crois d'ailleurs, quelques dizaines d'années, c'est de savoir où se situer et comment se situer. Qui suis-je? Alors, suis-je une nation comme les autres? Les Russes ont toujours été fascinés, y compris par les Géorgiens, les Baltes, qui étaient de petites nations qui existaient très fortement. Eux avaient une identité impériale. Et ils continuent d'une certaine manière tout en étant à la recherche d'autre chose. Mais quelle est cette autre chose? Il ne faut quand même pas oublier que la Russie, c'est 80% de Russes et 20% de non-Russes. C'est un pays immense, 17 millions de kilomètres carrés. Il faut gérer les régions, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, des régions très différentes, même si les locuteurs sont russes, d'origine russe, etc. L'extrême-orient russe, la Sibérie, pensent dans des catégories différentes. Et aujourd'hui, toute la question est de savoir quelle voie prendra la Russie dans son organisation interne et, je dirais, dans la représentation qu'elle a d'elle-même. Alors justement, la Russie en bute à l'hostilité active, on va dire, des puissances occidentales. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une paranoïa, Pierre Laurin? Non, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout une paranoïa, c'est une réalité. Il est très clair que le message russe, même s'il n'était pas facile à entendre, n'a pas été écouté. La Russie est une puissance qui a ses intérêts, comme toutes les puissances. Vous savez, lorsque la Chine, en mer de Chine méridionale, coule des bateaux de pêche vietnamiens, on n'en parle pas, personne n'en fait un plat, tout le monde trouve ça normal, elle défend ses intérêts, la pauvre Chine. Par contre, la Russie, non, elle n'a pas le droit de défendre ses intérêts. Un simple exemple. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée,
l'économie de tous ces pays était interpénétrée, c'est-à-dire qu'il y avait des usines en Russie qui recevaient des pièces détachées de Géorgie ou d'Ukraine ou des pays baltes, et réciproquement. Puis soudain, non. Soudain, tout s'arrête. Eh bien non, évidemment, tout ne s'est pas arrêté. Ça a continué sous d'autres formes, etc. Mais les Occidentaux, nous sommes vraiment très particuliers parce que on se dit « Ah, mais ces pays seraient tellement mieux chez nous ». Donc on essaye de les amener à nous, sans tenir compte des réalités économiques que nous n'avons. Je crois que entre autres. L'Ukraine n'a rien à nous vendre. Par contre, elle a tout à vendre à la Russie et aux autres républiques ex-soviétiques. Qui sont les amis de la Russie sur la scène internationale? On pourrait peut-être essayer de définir ça, Charles Urgevitz. Est-ce qu'il en a? Avec qui la Russie est-elle véritablement alliée? Oui. Des alliés, je ne sais pas. Certes, elle trône au milieu d'un ensemble assez disparate et qui a pris des coups très rudes ces 2 dernières années. C'est l'Union eurasiatique. La Russie a des partenaires. Je dirais plutôt qu'elle a des partenaires. Elle a des partenaires, en Asie centrale, ça sera le Kazakhstan. Un partenaire peut-être contraint, mais un partenaire quand même très, très fortement ancré à la zone d'influence russe. D'autres pays d'Asie centrale qui, par la force des choses, le Kyrgyzstan, qui n'a d'autre choix que d'être très proche de la Russie, que lui propose l'Occident. Pas grand-chose. La Russie lui propose un marché du travail, des crédits, etc. Et puis, c'est vrai, cette proximité de la langue, cette proximité de l'histoire, cette proximité de l'économie. Ensuite, la Chine est-elle un ami? Elle est un partenaire. Elle est avant tout un partenaire. Je pense, la Chine pense avant tout à ses intérêts économiques et stratégiques. Et dans le temps présent, la Sibérie et ses ressources minérales, le marché russe, crise ou pas, tout cela représente pour la Chine un atout tout à fait fondamental, et les relations entre les deux pays, bien entendu, se développent très vite. Et l'extrême droite européenne, alors, est-ce qu'elle est alliée à Poutine, comme on le dit souvent, Pierre-Laurent? Bon, écoutez, je crois que M. Chevènement, qui est à l'extrême droite, comme chacun sait, est très ami de la Russie, que M. Mélenchon aussi, qui est à l'extrême droite, comme je vous le rappelle, que M. Fillon est très copain également, que l'ancien président Giscard d'Estaing est également très copain. Vous vous moquez là, je sens bien. Oui, parce que effectivement, disons que la Russie, comme tout pays, essaye de trouver des amis, surtout dans les situations difficiles, là où ils se trouvent. Or, nous, on voit tout sous le prisme franco-français, et on se dit, ciel, il y a l'extrême droite qui soutient Poutine. Mon Dieu, ça y est. Parlons de la personnalité de Vladimir Poutine et essayons de voir, essayez de nous dire si elle isole la Russie. Je voudrais d'abord revenir un peu sur ces histoires d'alliance. Pour les Russes, traditionnellement, la Russie a 2 alliés, son armée et sa flotte. C'est ce que disait Alexandre III. Absolument. Oui. Et c'est une idée qui revient beaucoup. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça. Il y a également un autre élément. C'est que cette année, c'est la Russie qui préside le BRICS. Le BRICS, ce sont les pays émergents. Oui. Et les BRICS se trouvent dans la même logique vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis des États-Unis que la Russie. Et il y a là un bloc d'influence, de puissance qui est en train de se créer et qui deviendra de plus en plus important. Ce qu'il va devenir, c'est une autre histoire. Mais ceci pour dire que la Russie n'est pas du tout isolée, contrairement à ce que l'on prétend. Maintenant, pour venir à Poutine... Ouais, s'il isole son pays de la scène internationale, de par sa personnalité, et on a 10 secondes pour l'évoquer. Non, écoutez, à mon avis, il n'isole pas. Simplement, c'est la Russie dans le fait qu'elle se trouve coincée aujourd'hui par les Occidentaux, dans le sens où elle n'a pas le droit de défendre ses intérêts, comme je le disais, qui pose problème. Mais c'est plutôt ceux qui essayent d'isoler plutôt que Poutine. Merci à tous les deux de vos éclairages sur la personnalité de Vladimir Poutine. Pierre Laurin, donc journaliste écrivain. Je rappelle le titre de votre livre « Moscou et la naissance d'une nation » aux éditions Bartilla, et Charles Urgevitz, professeur d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO. Merci également Florence Ponce et Cécile Périllard. Demain, Souhaite-moi et ses invités s'intéressent au caractère social de la gauche au pouvoir en France. Bonsoir à tous.